Jean-François, on va aborder la dernière partie du Paris-Pékin. Donc là, on approche, on arrive en Chine. On a toujours une centaine de cyclos. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un choc culturel? Alors, déjà, le grand problème qui s'est posé, c'est que les cyclotouristes ont eu tous les participants à vélo ont eu l'autorisation de rentrer en Chine et nous non. Ah. Ce qui fait que Dominique Lamoulaire m'avait dit par téléphone, surtout ne rentre plus. On était au poste frontière chinois. Oui. Et Dominique m'avait dit, surtout ne rentre plus au Kazakhstan. Parce qu'après, il va falloir refaire les papiers, des ceci, des cela. Donc, il y a entre la douane kazakh et la douane chinoise, il y a une zone que moi je considérais de liberté de plusieurs kilomètres. Donc, comme nous étions indépendants, on s'est installé dans cette zone, on a sorti la table, le petit jaune, et on a attaqué. Et là, on a vu arriver les douaniers kazakhs qui ont essayé de nous faire comprendre qu'il fallait retourner au Kazakhstan. Alors, on a fait comme si on ne comprenait pas. Ils sont partis, mais ils sont revenus avec un autre véhicule et des armes. Ah oui. Et par téléphone, ils ont appelé un douanier qui avait quelques mots de français. Donc, on n'a pas eu le choix de toute façon. On est retourné jusqu'à la douane kazakh, mais nous n'avons pas voulu repasser le poste. Ce qui fait qu'on a bivouaqué pendant 3 jours, imaginons dans la cour de la douane, et quand il y a eu l'autorisation, le douanier, l'officier douanier, je le verrai tout le temps, il nous a fait avec son pied. Et au retour, cela me faisait peur parce qu'on repassait au même endroit. Mais nous n'avons pas eu le même douanier. Mais les cyclistes, pendant ce temps-là, ils continuaient à rouler ou ils étaient avec vous? Parce que le plus facile pour nous, c'était la Chine. Parce que nous avions le Eurasia Tour qui était notre support. Donc, d'abord, ils parlaient chinois, ils avaient des véhicules, etc., etc. Donc, ils les ont pris en compte pendant 2-3 jours. Et après, l'affaire est revenue normalement, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez cru que ça ne fonctionnerait pas et que vous seriez bloqué? Non. On avait eu cette information avant de passer la douane kazakh pour aller en Chine. Dominique m'avait dit, on risque de ne pas pouvoir passer et on a dû travailler pour faire qu'est-ce qu'on laisse au Kazakhstan. On avait déjà trouvé l'endroit pour stocker le matériel et ne prendre que le minimum nécessaire, c'est-à-dire au point de vue santé, au point de vue, etc., etc. Donc, on s'était préparé à ce que tout ne passe pas, mais tout est passé, tout compte fait. Bon, et alors, ça y est, vous êtes à rentrer en Chine. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence? On est allé à Urumqi, qui est la province un peu difficile. La veille ou l'avant-veille de notre passage, il y avait quand même eu une quinzaine de tués. C'est la province musulmane qui est à l'ouest de la Chine, là, qui est une zone difficile. Mais bon, ça s'est bien passé. De là, de Urumqi, les gens ont pris le train pour aller pour traverser le désert de Gobi. Oui. Alors que nous, les véhicules, on a dû le faire en route. Mais ça s'est bien passé. Et après, on est arrivé à Xi'an. Xi'an, c'est la ville où il y a l'armée enterrée, là. Oui. Et là, on a retrouvé le deuxième groupe, qui n'était pas le groupe de Paris-Pékin, mais de Xi'an-Pékin. Oui, ça c'est important de le préciser. Il y avait un deuxième groupe qui vous a rejoint sur une traversée beaucoup plus courte. Ils ont fait que la Chine. Par avion de Paris à Xi'an. Et à partir de Xi'an, ils étaient à vélo, accompagnés par des cyclos chinois. Et il y avait la fédération avait pris en charge un jeune par ligue, totalement pris en charge financièrement. Donc c'était merveilleux pour eux. Et comme on avait prévu 100 places, ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire pour des raisons soit économiques, soit de temps au Paris-Pékin et qui voulaient faire le Xi'an-Pékin, se sont mis dans ce paquet. Mais nous n'avons pas roulé ensemble pour aller jusqu'à Pékin. À J, le jour J, c'était le Xi'an-Pékin qui roulait, et le J+1, c'était le Paris-Pékin qui suivait, du fait des possibilités énormes que nous avions, nous, hein, parce que je vous ai dit, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais on avait tout pour la mécanique, pour la santé, pour les rations. Je ne sais pas si j'ai parlé des rations dans les paragraphes précédents. Non, on n'a pas abordé ce point, vous pouvez y aller. Des rations dont le côté original, c'est que j'avais racheté les rations du Paris-Dakar 2008 automobile,
parce que 2008, c'est l'année où il n'y a pas eu de Paris-Dakar. Et le hasard des connaissances a fait que j'ai pu racheter ces rations. Il n'y en avait pas assez, on a dû en commander aussi à l'armée de terre. Mais enfin, je veux dire qu'on était vraiment autonome, totalement autonome. Mais parce que s'il y avait un pépin sur Xi'an-Pékin, nous, on pouvait assurer. Mais ça veut dire que pour la nourriture, vous étiez autonome, vous achetiez pas des légumes, de la viande au fur et à mesure? Alors, sur le Paris-Pékin jusqu'à Xi'an, là, on était les cuisiniers. Moi, j'avais les cuisiniers. Ils allaient sur le marché en fonction de ce qu'ils voyaient, paf. Ou sinon, la solution de facilité, il y avait des rations, mais ils se débrouillaient eux-mêmes. À partir de Xi'an, là, c'était sur du velours parce que d'abord, il n'y avait plus de camping, il n'y avait plus de tentes, tout ça, c'est fini. C'était que de l'hôtel et le midi des restos, mais tout était organisé par nos amis chinois. Donc ça se passait relativement bien. C'était presque des vacances sur la dernière partie. Et notre dernier repas important où il y avait presque des pleurs, où il y en a qui ont peut-être abusé un peu de la bière également, mais c'est la veille d'arriver à Xi'an, où le groupe a pris conscience que cette entité ça allait plus être pareil. Parce que, si tu veux, le soir, au lieu de se retrouver tous comme avant, malgré que ce soit l'hôtel, mais c'est ceux dont l'épouse avait rejoint, le mec, il voulait coucher avec sa femme, quoi. Hein. Enfin, s'il voulait. Hein, voilà. Oui, c'est sûr que les choses ont changé. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes, parce que on imagine bien que les panneaux étaient écrits complètement en chinois, donc pour vous, pour les capitaines de route, c'était difficile à suivre. Est-ce que vous aviez des GPS? Comment vous arriviez à trouver votre chemin? Alors, nous, pour la partie véhicule, on avait un roadbook qui était rondement bien fait. Je ne sais pas si je peux le montrer. C'est un roadbook comme ça. Et si on regarde dedans, on trouve tout le détail. Ah ouais. Et il y a une page par journée. Hein. Il y a une page par journée. Oui, ça aussi, c'est issu un peu du Paris-Dakar. On est sur du roadbook professionnel. Là. Ah ouais, là c'est du travail. C'était fait par la Fédé. J'avais pensé, faut pas que je l'oublie, de dire que on n'a jamais eu le sentiment d'être isolé. Tellement on savait que derrière nous il y avait la Fédé, il y avait Dominique. On avait aussi un haut fonctionnaire, je ne sais pas si je l'ai dit, un haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères qui nous suivait et que j'ai appelé X fois au téléphone de mon camion. Hein. Et parfois, il me disait, là, il vaut mieux... On se tutoyait à force. Hein. Ouais. Il me disait, là, il vaut mieux que tu laisses tomber. On aurait raison, mais ça va mettre plusieurs jours, c'est pas la peine. Donc, mais c'était vraiment... on n'a jamais eu le sentiment d'être isolé. Grâce à notre logistique, et aussi, je ne sais pas si j'ai dit, on avait un camion avec d'un côté les douches. Quand les gars arrivaient, prenaient la douche. Hein. Ah oui. On avait des réserves d'eau, des cubis de 1000 litres. Là, on avait plusieurs cubis de 1000 litres. On avait tout un système pour prendre des douches et on avait aussi les WC. Mais ils n'ont pas voulu les utiliser parce que je leur avais dit, si vous les utilisez, après, quand on roule, il n'y a pas de clapet anti-retour. Donc, vous les nettoyez au fur et à mesure. Donc, ils ont dit, on va se débrouiller. C'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes des derniers kilomètres à l'approche de la muraille de Chine, notamment? Alors, déjà la veille, si vous avez l'occasion de voir le film de Paris-Pékin, déjà la veille, c'est plus pareil. Les gens sentent que ça va se terminer, ça va être fini. La veille, hein. Le jour même, arrivé au pied de la muraille, du bas jusqu'à une place où on est au bord de la muraille, il y avait, comme les Chinois savent le faire, les bling, 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 des drapeaux de partout. Et ils ont voulu que je monte devant avec eux à vélo, donc je suis monté jusque là-haut. Mais une fois arrivé sur cette place, quand tout le monde est arrivé, tout le monde a été pris d'une émotion. Les gens ont pleuré, hein, mais physiquement, hein, pas. Ouais, j'entends bien. Ils s'embrassaient, ils se mettaient dans les bras les uns des autres. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose dont ils avaient non pas douté, mais qui semblait presque irréalisable. Et en réalité, chacun a participé sans s'en rendre compte, comme une chaîne. Il y a des maillons. Il n'y a pas de gros maillons, de petits maillons. Il y a celui qui fait la cuisine, il y a celui qui peine un moment. Il y a chacun indispensable dans cette chaîne, mais on avait le sentiment que, quoi qu'il nous arrive, on faisait face. Je ne dis pas qu'on aurait déplacé des montagnes parce qu'il y aurait pas eu de pelle, mais
Non, il y avait une force qui se dégageait, quoi. Alors, racontez-nous le final à Pékin, justement, sur la muraille, la dernière étape, les dernières heures. Ah ben, là, c'est tous les discours comme ils savent les faire, les Chinois, hein, avec des grandes banderoles, l'estrade, etc. Donc là, mais le gros moment le plus émouvant, c'est avant, où tout le monde se jette les uns dans les autres, s'embrasse, hein, et on voit les larmes couler dans les visages, quoi. Et ça c'était quand même une sacrée manip, hein. Je veux dire, ils en ont chié, hein, parfois. Ils ont tout eu, hein, la neige, la pluie, le vent, la chaleur. Ils ont tout eu, hein. Ils n'en ont rien à envier à personne. Alors c'était vraiment quelque chose de magnifique. À l'arrivée, Jean-François, comment ça se passe? Il y avait quelques jours de repos, on va pas dire de vacances, mais à Pékin, comment ça s'est passé quand le périple a été terminé? Est-ce qu'ils ont eu droit de rester sur place plusieurs jours? Le rapatriement était prévu comment? Non, c'était prévu dès le départ. Ils savaient qu'à l'arrivée, il y avait 15 jours de repos avec des visites organisées justement par cet organisme de tourisme chinois. On est allé à Shanghai, etc., etc. C'était bien organisé. Une anecdote, quelqu'un a voulu rentrer plus tôt pour des raisons personnelles et on arrivait par exemple le lundi, le mardi il était dans l'avion, quoi, hein. Je veux dire que chaque cas était pris en compte et réglé comme ça. Et ça a duré 15 jours où là il n'y avait plus de groupe, hein. Il n'y avait plus de Paris-Pékin, il n'y avait plus de Xi'an-Pékin, chacun retrouvait et moi en tant que chef d'expédition ça fait drôle parce qu'il n'y a plus de décision à prendre, hein. Oui, vous étiez à nouveau, vous étiez vous aussi en vacances à partir de ce moment-là. Voilà, mais je préparais déjà le retour parce que dans le retour je n'ai pas eu forcément les mêmes personnes qui étaient dans la log à l'aller. Je prends le médecin fédéral, il a préféré rentrer plus tôt par avion, mais par contre on avait des cyclos, et j'ai eu plus de volontaires que de place, hein. J'avais des cyclos qui ont dit moi je préférais rentrer avec les camions que de rentrer par avion. Oui, c'est ça, parce qu'on est d'accord que les cyclos, eux, sont rentrés par avion, c'est ce qui était prévu. Sans les vélos. Mais sans les vélos. Les vélos sont revenus en camion. Dans les camions. Alors, en sachant que dans Xi'an-Pékin, les gens avaient aussi 100 vélos. Donc vous avez ramené les 200 vélos? Donc 200 vélos, avec le souci à chaque fois à la douane que c'était de l'importation illégale, hein. Je ne parle pas des miens, parce qu'on avait un carnet administratif temporaire, d'admission temporaire. Nous, on était en règle vis-à-vis des douanes, mais les vélos de Xi'an-Pékin n'étaient pas prévus normalement dans ce registre. D'accord, ouais. Et donc le retour, ça a pris combien de temps en camion? Alors, le retour, il était très vivant et je pense que ceux qui ont préféré faire le retour en véhicule que de le faire en vélo, en avion, ils ne l'ont certainement pas regretté. Ça a mis un mois. Alors déjà, il faut savoir que la Chine, la distance en Chine, ça représente un tiers de la totalité. Donc là aussi, à la frontière chinoise, il a fallu rendre tous les sous chinois pour avoir des sous dollars ou euros. Et là, j'ai vu partir ma femme seule dans un taxi où je ne savais pas combien de temps je ne savais pas et je ne savais pas si j'allais la revoir. Mais enfin, je l'ai revue. Et donc, pour la Chine, c'était relativement facile. Et après, au Kazakhstan, ça c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus corsé, parce que entre Aral et Aktobe, donc en haut du Kazakhstan, le camion est tombé en panne, mais c'est pas des routes là-bas, hein, c'est de la tôle ondulée, au maximum on roule à 15 à l'heure. Et on a cassé un étrier, on a essayé de le faire réparer, mais j'essayais de faire court parce que là on peut en parler longtemps. Mais avec la gentillesse des Kazakhs, et résultat, ça n'a pas marché. Il a fallu mettre 2 gars pour garder le camion en panne. Il a fallu emmener les autres avec les véhicules dans un croisement de pistes où il y avait une gargote, je dirais, hein, où la nuit, c'était séparé on couchait sur une couverture, séparé par des toiles, et on entendait bien que à côté, ce qui se passait, c'était pas forcément les routiers qui étaient habitués à être là, c'était pas seulement pour faire le plein en carburant. Mais on s'adapte à tout, hein. Mais par contre, moi j'avais pris la 2e nuit pour le gardiennage, mais là, il faut savoir qu'en Asie, il y a un ciel, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Un ciel magnifique. Ce que je dis, c'est la vérité. Je n'arrivais pas à m'endormir, tellement c'était beau. Je regardais le ciel, je dis, je ne peux pas dormir, c'est trop beau, puis j'ai fini par m'endormir quand même. Oui. Et on n'a pas pu se dépanner.
j'ai dû appeler un gars. Heureusement qu'on avait vu à Tirao, si on revient un petit peu en arrière, c'est là entre la séparation entre l'Europe et l'Asie, où quelqu'un m'avait dit, je connais quelqu'un à Tobé, et c'est là, c'était une étape. J'avais gardé sur un carnet ses coordonnées, je l'ai appelé, il était en Russie, on l'a rappelé, il m'a dit, je vous envoie un smirmorque avec un plateau, et vous pourrez mettre le véhicule, et puis vous l'amenez chez moi, on le dépannera. C'est ce qui a été fait, pendant 2 jours, ils sont venus, on est reparti. Et ce gars, le lendemain matin, c'est un dimanche, il a fait venir son chef mécano. Ils ont procédé à l'achat des pièces qui étaient cassées, au montage. Et je lui dis combien je dois, et il me répond. Et le gars s'appelle Pascal Rollet, il mérite d'être nommé, c'est un Français. Il me dit entre Français, on ne se doit rien. Ah, c'est beau. Ouais, mais faut le vivre, quoi. Mais en fait, on sent à chaque fois l'émotion quand vous racontez ces anecdotes que c'est vraiment enfoui au plus profond de vous et que ça demande qu'à ressurgir avec la même émotion. Mais je crois que c'est pareil pour tous les participants. Moi, en tant que chef, forcément, c'est un chef d'expédition, c'était chaque jour, il fallait prendre des décisions. Hein. Là, je parle pas, par exemple, quand on est arrivé en Russie, à peine passé la frontière. L'hôtelier parlait quelques mots de français et j'avais un chauffeur, Jean, qui me semblait très fatigué. Mais Jean, c'est le genre d'homme, ça va toujours. Mais je voyais bien qu'il commençait à pâlir. Donc, par l'hôtelier, j'ai fait venir un toubib qui a jugé qu'il fallait le mettre tout de suite à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit il est intransportable. On ne peut pas le rapatrier, pas maintenant. Donc, on a dû le laisser. Et nous, parce que sur les passeports, il y a des dates, entre telle date et telle date. Donc, on est resté un jour de plus avec lui, on lui a laissé la guide, et nous on est partis comme ça pour continuer. J'avais eu aussi un autre chauffeur, alors lui c'était un chauffeur, j'avais un autre aussi, qui lui n'a pas pu rentrer en Russie parce qu'il y a eu un problème sur son passeport. Il a fallu rappeler Pascal Rollet, renvoyer le gars sur Actobé pour qu'il prenne l'avion pour rentrer sur Paris. Mais c'est amusant, c'est tout des problèmes. Oui, c'est plein d'anecdotes. Et du coup, le retour en France, comment ça s'est passé? Du coup, vous avez vécu tellement longtemps tous ensemble que ça. Oui, alors le retour en France, il s'est quand même fait parce que c'est d'actualité en ce moment, il s'est fait par Tchernobyl. Et on s'est planté à Milan, ça mérite d'être dit, où on est arrivé avec les 7 véhicules devant la Scala de Milan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas facile à passer. Non, c'était assez étroit. Ouais. Et après, quand on est arrivé en France, là, c'est là où pour nous, le travail n'était pas terminé. Le trajet était terminé, mais le travail, il y en avait encore du long. Hein. Oui, pour tout décharger, pour remettre... Ouais, mais là, on a libéré les gens. Hein. On a dit, nous, on le fera. Je crois qu'on a laissé 15 jours sans rien faire, et puis après, on s'y est remis. C'était vraiment un travail d'équipe, tant avant, pendant et après. C'est vraiment... et personne ne rechigne à la tâche. Tout le monde est content de le faire, quoi, tout le monde fait. Hein. Non, Jean-François, et oui. si on vous proposait de repartir là l'année prochaine, vous signeriez? Moi, j'ai été officier log, je suis allé en OPEX, c'est un peu ma vie. Maintenant, c'est la santé qui... Non, mais du coup, vous seriez pas le responsable, mais juste un spectateur ou alors un assistant dans la log, mais sans prendre tout sur vos épaules, mais... Ah non, mais c'est pas de porter les responsabilités. C'est mon état de santé actuel fait que vous ne pourriez pas partir. Je peux partir, non. Oui, surtout aussi longtemps. Puis même, je veux dire, non, c'est pas, je vais pas raconter ma vie, mais la santé suit plus, quoi. D'accord. C'est comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le regard de chaque participant a été modifié par ce voyage. Avant, les gens avaient tendance à se plaindre pour certaines choses, mais quand vous voyez des gens au milieu de la steppe, qu'ils ont dans les yeux un bonheur qui se lie, et quand vous rentrez en France, et que des gens se plaignent parce que le boulanger il est fermé, il n'a pas prévenu, je veux dire que on est déphasé. Moi, j'ai un gars que je connaissais, un participant de Paris-Pékin, il a mis plusieurs mois pour se réadapter. Hein. Ça peut sembler bizarre, mais... Non, mais je comprends. On redonne une valeur aux choses plus justes. Est-ce que vous incitez les gens à vivre ce genre d'aventure et de voyage en plus petit comité peut-être, mais est-ce que vous incitez les gens, les cyclos notamment, à partir loin et à vivre une telle aventure? Suite à Paris-Pékin, ils sont plusieurs, au moins une dizaine,
qui ont pris confiance et qui se sont rendus compte que l'ouverture vers les autres, au point de vue culture, etc., nous apporte, nous enrichit énormément. Et il y a moins une dizaine de gars qui ont fait des grands voyages en Colombie, un peu partout, quoi. Et ils nous ont fait partager, quoi. C'est une grande famille, hein, je l'ai dit maintenant. Paris-Pékin, c'est une grande famille. Hein. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai été heureux de vivre ces 3 épisodes avec vous, de relater tous les récits de Henri qu'on a pu suivre là pendant un mois sur Cyclomag. Et puis je pense qu'on peut reprendre rendez-vous pour d'autres épisodes cyclotouristiques. Vous avez vécu tellement de choses qu'on pourrait faire d'autres épisodes sur d'autres sujets. Mais les cyclos sont généralement des gens qui sont très riches surtout ceux qui font du long. Hein, surtout bien ceux sûr, qui font oui, bien sûr, oui. Le seul problème où on est, je vais pas dire malheureux, mais où on se sent insuffisamment armé, c'est la langue. Bien sûr. Alors moi, alors peut-être que les jeunes générations qui vont arriver parlent plus facilement anglais et déjà ça aide. Dans la steppe, l'anglais, on parle pas anglais. Oui, c'est sûr. Alors c'est dans les yeux que ça se passe. On dirait qu'il y a un échange de respect, d'estime réciproque. Et on a envie de dire plein de choses. Et la seule façon, c'est un peu l'autonomie, c'est mettre sa main sur sa main, en faisant gaffe que le mari soit pas trop loin quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, pourtant, un peu comme une maman fait que son bébé dans son ventre, pour transmettre des émotions qui nous submergent et que on voudrait tant donner, et alors que c'est eux qui nous donnent, ils n'ont rien et ils nous donnent. C'est incroyable. C'est ça qui est beau. Ben, c'est un beau mot de conclusion. Jean-François, j'ai été vraiment heureux d'échanger avec vous. Et j'espère qu'on va susciter des vocations et des voyages grâce à vos récits. Dieu le veut, a dit, le voyage est une maladie dont on ne guérit jamais. Ah ben, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.